Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Bat Reviews, le podcast made in Batman Legend, 13e du nom. C'est Nico de Batman Legend et on va se consacrer aujourd'hui aux lectures batmaniennes de chez Urban Comics, parues pendant le mois de mars 2021. Pour m'accompagner sur ce podcast, deux membres de la team Batman Legend avec Alexandra. Bonjour tout le monde. Salut Alex, et aussi Siegfried. Bonjour à tous. Salut Siegfried, et aujourd'hui, deux invités pour le prix d'un, puisqu'ils sont tels les deux pièces les deux faces, de la pièce d'Harvey Dent, le couple de l'antre DC Comics, avec Quentin et Marjorie. Comment allez-vous? Ça va et toi? Et vous même? Parce que Et vous êtes vous? plusieurs. On est plusieurs, effectivement. Et alors, lequel Salut. d'entre vous est la pièce lacérée de Harvey Dent, la face Je pense que c'est plus face moi. là. tailladée Il n'y a qu'à voir ma figure, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser. Heureusement, on ne la voit pas, alors tout va bien, c'est juste audio. Ouf. Ouf, on est sauvé. Marjorie, est-ce que tu confirmes que tu es la face, la belle face de l'antre du couple DC? Ah mais oui, bien évidemment. Et donc, Quentin et Marjorie, où est-ce que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas ce que vous faites, parce que nous on vous connaît, on sait ce que vous faites, on vous suit sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, où est-ce qu'on peut vous retrouver, qu'est-ce que vous faites, qui est l'antre du couple DC Comics? Eh ben, on est un couple, hein, Quentin et Marjorie à côté de moi. On est un couple de collectionneurs donc qui opérons sur les réseaux sociaux essentiellement, surtout sur Instagram et Twitter, et on partage un petit peu nos trouvailles qu'on fait un petit peu aux quatre coins du monde en matière de DC Comics exclusivement. C'est pour ça que du coup on s'entend bien avec Batman Legend. Parce que du coup, Forcément, on a des passions communes. voilà, c'est ça, c'est vraiment la passion commune et c'est nous ce qui nous fait un petit peu battre notre petit cœur de fan. Donc voilà. Sur ce, petit teasing pour la fin de ce podcast, on parlera de l'un de vos projets rapidement, qui arrive très bientôt. Surtout que le podcast, le temps qu'il soit monté et publié, votre projet sera très proche d'aboutir. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter un petit peu de teasing là, sur le projet de l'antre du couple DC Comics. Et je vous propose de démarrer de suite ces reviews avec notamment du bon ou du pas bon. Je ne sais pas, je vais demander à Siegfried qui l'a lu, ce Batman Death Metal tome 3. Bon, bah, de toute façon, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que c'est une série qui souffle un peu le chaud et le froid, que j'apprécie de temps à autre quand on voit à quel point Snyder et Capullo s'amusent à créer leur univers et développer des concepts délirants, mais qui tout à coup m'intéressent beaucoup moins chaque fois qu'il s'agit de nouveau de raconter des histoires sérieuses, parce que, mine de rien, ils ont une intrigue en tête qu'ils veulent faire avancer, et cette intrigue manque quand même d'intérêt. Enfin, on est devant une énième confrontation de tous les super-héros contre une super méga menace cosmique de la mort qui tue, qui est 10 fois plus forte que la précédente et donc, qui sera encore surpassée par la suivante. Donc ça reste un schéma que je trouve personnellement très répétitif, et les batailles cosmiques, c'est vrai que c'est des trucs qui me parlent pas trop. Et plus on progresse et plus on est dans de l'intrigue et donc moins dans du concept délirant, du coup moins Snyder s'amuse et plus il cherche à raconter une histoire, et donc moins ça me plaît. Et ça me plaît d'autant moins en l'occurrence qu'on est dans le troisième tome, et ça parvient à être encore du remplissage. Parce que le but du volume, c'est vraiment que des héros se réunissent, et pendant toute la première partie de l'ouvrage, on est avec Nightwing, Detective Chimp, Hawkgirl, Starfire, Cyborg, Martian Manhunter et Lex. Donc pas vraiment avec les personnages qu'on a vus jusqu'ici. Donc on est pratiquement dans une aventure parallèle avec d'autres personnages qui avancent leur petit bonhomme de chemin vers la conversation finale, mais enfin on comprend bien que le but c'est surtout de souder une nouvelle mini-équipe pour qu'elle rejoigne la grande équipe, et que tout le monde, tous les morts, tous les vivants, tous les méchants, tous les gentils luttent ensemble contre celui qui sortira vainqueur du combat entre le Batman qui rit et Perpetua, puisque c'était comme ça l'enjeu de Death Metal 2, c'était de voir que le Batman qui rit, comme on s'en doutait depuis le début, en fait, n'avait pas du tout l'intention de rester un lieutenant de Perpetua, mais allait chercher à prendre son indépendance et à devenir lui-même la nouvelle grande menace cosmique, ce qui est une bonne chose, hein, parce que Perpetua, on s'en fiche un petit peu, enfin, sortait un peu derrière les fagots, alors que le Batman qui rit, ça a quand même un peu plus de gueule. Donc voilà, ça reste un volume un peu filler, qui est pas très intéressant, qui a un avantage, c'est que toute la première partie, donc malgré ces personnages qui ne font pas trop avancer le schmilblick, est dessinée par Sherman Nico,
qui est un artiste vraiment très doué, et donc au moins de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus réussi, même que ce que fait Capullo ensuite, et que ce que font tous les autres artistes de l'album. Donc au moins de ce point de vue-là, ça reste c'est agréable à lire, même si c'est pas forcément intéressant à lire. Et comme d'habitude, le problème, c'est que cet univers du métal noir, en VO, ça se dispatche sur beaucoup de fascicules différents, qui du coup sont compilés, synthétisés, plus ou moins naturellement et plus ou moins à la hache par Urban, parce que ce qui est normal, hein, ils peuvent pas faire autrement. Ce qui fait qu'après ce passage sur Nightwing et sa petite équipe, on a tout à coup un intermède sur Lobo qui est, enfin, on dirait ce qu'on fait de pire sur Harley à côté, quoi. C'est vraiment, on prend Lobo parce que c'est un personnage délirant, du coup on lui fait faire des trucs délirants, mais c'est pas très bien écrit, c'est pas très fin, c'est pas très intéressant, c'est pas très drôle. Ensuite, on a plein de petits passages qui explorent différents concepts, mais qui sont assez ratés dans l'ensemble. On a un truc sur les Super Pets, par exemple, par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, donc vous savez, sur enfin notamment toute la ménagerie de Superman, donc Comet le cheval, Beppo le singe, etc. On a un truc sur Steel et Jean-Paul Vallée. Enfin, on a beaucoup de petites aventures comme ça qui sont pas du tout fondamentales. Et ce qui fait qu'au bout du compte, le volume est, comme souvent avec ce genre de compilation, beaucoup trop hétérogène à la fois en termes d'histoire, parce que on commence à lancer quelque chose et tout à coup on interrompt parce qu'il faut il faut laisser patienter pour le volume suivant. Du coup, on comble les 2/3 du volume avec complètement autre chose. Ce qui fait que c'est aussi beaucoup trop hétérogène en termes de graphisme. Évidemment, c'est très hétérogène en termes de qualité, parce que parfois il y a quelques idées par-ci par-là, et puis tout à coup on passe à un autre scénariste, à un autre dessinateur, et on a comme ça une flopée de dessinateurs et de scénaristes sur le même volume, qui fait qu'on en ressort avec une impression très mitigée d'avoir lu quelque chose qui ne ressemble pas à grand-chose, en fait. Une espèce de monstre de Frankenstein, et comme il n'y a aucun élément qui est vraiment sublime non plus dans ce volume, ça reste que vous assez secondaire, et enfin, c'est ce que je répète depuis le début. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'acquérir ces volumes et de les acheter. Attendez que tout soit sorti, et à ce moment-là, vous pourrez écouter plus de reviews et essayer de déterminer si c'est fait pour vous. Mais pour l'instant, on est dans beaucoup de volumes qui essaient de faire du filler, et celui-là beaucoup plus que les autres, parce qu'au moins dans les tomes 1 et 2, on lançait des concepts et on créait quelque chose, alors que là, on est vraiment uniquement dans de la préparation à la bataille. Donc on espère que ça progressera davantage dans le tome 4, mais c'est pas du tout un volume essentiel pour l'instant, sauf peut-être pour quelques dessins de Sherman Nico qui sont vraiment très, très sympas. Ouais, c'est vrai qu'au plus on en parle, hein, de ces récits Batman Death Metal, et au plus, effectivement, c'est de moins en moins consistant, en tout cas dans ce qu'on peut en attendre. Et j'ai l'impression, enfin moi je sais que j'ai un peu lâché, hein, personnellement, Death Metal, après avoir fait Batman Metal, etc. Là, Batman Death Metal, tome 1, le tome 2, je l'ai toujours même pas lu, le tome 3, non plus, forcément. Je croyais même que c'était la fin de la série, mais en fait, non, je vois qu'il reste encore au moins un tome ou deux pour la fin de la série. Donc, franchement, c'est trop, quoi. C'est too much. La Snyder Oui, j'annonce ça. Un et tome ses 4 en idées. mai, ouais. Ouais, le Snyder et ses idées, voilà, toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus. J'en peux plus, quoi. Je sais pas. Après, quel est votre avis à vous, hein, que ça soit peut-être Quentin, Marjorie, si vous avez un petit peu lâché aussi ces histoires-là, ou s'il y a quelque chose qui vous intéresse toujours? Bah, de mon côté, totalement. Moi, en plus, je partage exactement le même avec toi, donc c'est marrant. C'est vrai que, voilà, je trouve que c'est too much et ça va vraiment dans tous les sens. Enfin, moi, ça me correspond pas, c'est pas le genre de lecture que j'apprécie. Moi, Marjo, j'ai je sais kiffé. voilà, je sais que Marjo, Batman Metal en général, ça va. Je crois que tu as arrêté un petit peu en ce moment, hein, tu pas tout lu. Non, j'ai pas tout lu. Mais je sais que ça avait bien commencé, donc faudra que tu continues, tu me diras. Mmh. Non, j'ai commencé à lire, mais après, il y a eu d'autres trucs, et du coup, j'ai lu d'autres trucs, mais c'était super intéressant. Voilà, tu vois, comme quoi, c'est vrai qu'il y a 2 publics et même, Marjo a kiffé et c'est marrant, du coup, au sein du couple, il y a un débat là-dessus. On se dit: «Bah, tiens, Après, c'est tout, hein, tu sais, c'est les goûts et les couleurs, c'est hein. clair, totalement». Mais Et puis, il y en a qui ont kiffé Death Metal 1 parce que ça a lancé des concepts qui étaient intéressants, mais qui ont complètement lâché au 2 ou au 3 ensuite. Donc il faudrait voir aussi si, ah bah, si ta appréciation première va se poursuivre quand tu vas lire la suite, Marjorie. Mmh. Ouais, on verra bien, de toute façon. En tout cas, bon, bah, j'espère que j'en aurai un bon souvenir. Ah bah oui, on te le souhaite. elle en parle déjà au passé, ça veut tout dire. Ça y est, voilà, ça y est, on lui a fait. Je crois qu'on va l'orienter vers le côté obscur de la force de Snyder. C'est ça. Alexandra aussi, je crois que t'as lâché un petit peu, hein. Ah oui, moi j'ai complètement lâché. Après, je trouvais ça intéressant en off, ce que disait Siegfried, dans le sens où, comme on est sur le blog Batman, l'expertise qu'on a enfin l'expertise, l'avis qu'on peut avoir
quand même le lire pour dire du négatif, c'est vrai, même si c'est négatif. Après, Mais on le lit pas pour dire du négatif, mais c'est vrai que si c'est non, pas mais forcément voilà, de quand même, tu vois, entre guillemets, faire l'effort. objectif, Après, ouais. moi, j'ai lâché pour plusieurs raisons aussi. C'est par manque de temps et l'envie de lire d'autres séries et pas forcément que du Batman. Et surtout, Ça, j'ai on eu va être un... obligé de couper cette phrase au montage. Ben oui, mais bon. Et surtout, j'ai eu En fait, ça s'est déclenché après la lecture de Batman Metal, le multivers noir. Je crois que c'est ça le titre en Ouais. entier, où vraiment, là, bah, comme tu disais, c'était too much pour moi, où je sentais que même si ça pouvait se développer après, j'étais pas le bon public. Et du coup, c'est intéressant que l'entre parle de ça, où il y en a un qui aime pas, c'est exactement ça. C'est que, voilà, nous, globalement, dans l'équipe en entier, on va avoir des avis négatifs où ça nous plaît pas, mais on n'est complètement pas la cible. Comme il y a des personnes qui vont aimer la série Batman Detective et qui vont pas aimer. C'est juste que là, c'est un peu spécial et on en reparlera peut-être avec les couvertures, les hardcovers, mais Ben parce qu'il y a tiens, une vas-y. communication spéciale. Bah, du coup, j'enchaîne. Ouais, C'est qu'il y vas-y, a la aussi, transition est toute faite. ouais, il y a aussi toute une communication qui du coup, qui est surcommuniquée et c'est assez indigeste. Donc là, ce qui est sorti récemment, c'est le premier chapitre de Batman Death Metal avec des couvertures différentes et à chaque fois avec un groupe de métal qui seront mis en avant. Et le nom utilisé, donc là, c'est Megadeth. Megadeth, donc je ne connais pas le groupe. Et là, en avril, sortira le second chapitre. Donc, c'est pas du tout en tome, c'est en chapitre, avec aussi un autre groupe, à Ouais, 10 ce euros. sera Ghost, pour le À coup. 10 euros, ce qui est énorme. On vend 10 euros un chapitre, alors qu'à 10 euros, tu as des récits complets, notamment sur Urban Kids, ou des choses, je sais pas, tu mets 3 euros et tu as un comics en entier. C'est très cher, surtout pour une série où encore tu me fais ça pour un truc hyper classique, j'en sais rien, Batman Nightfall, tiens, parce que j'adore cette série. Bon, ouais, pourquoi pas, là tu fais sur quelque chose de récent en plus. Ouais, mais Et, justement, je pense qu'ils surfent un peu sur cette hype autour de Scott mais Snyder justement, et Greg Capullo, quoi. la hype, c'est pas une vraie hype. Enfin, pour moi, c'est une hype, point. C'est même pas une hype positive parce que les avis sont pas dithyrambiques. Côté influenceur, c'est pas comme s'ils arrêtaient pas d'en parler tout le temps. Ça fonctionne même pas. Je pense qu'ils essayent vraiment et donc du coup, ils se disent bon, bah du coup, dedans il y a le nom métal, donc on va faire sur les groupes de métal. Parce que la communication avec Batman Metal et le Hellfest, ça avait marché. Oui, mais non. Et en fait, je pense que tout ça, toute cette surcommunication, en plus étant c'est un peu mon métier, ça me dégoûte de la lecture et je n'ai pas envie d'aller plus loin. Ça et voilà, d'autres éléments, mais c'est too much dans tous les sens pour moi. Alors tiens, D'accord. justement, l'antre du couple DC Comics, vous qui êtes de gros collectionneurs, parce que en tant que collectionneur, vous avez une petite affinité par rapport à ce genre de sortie ou Ah, pas du tout? totalement, en plus, c'est ça qui m'énerve et c'est pour ça que je rejoins totalement Alex là-dessus. Déjà, je comprends pas qu'ils aient pas effectué la même tarification qu'ils ont fait pour Watchmen, que c'est un peu le même délire au Ouais, final, hein. complètement. Donc je comprends pas cette idée de toujours brasser plus. En plus 10 euros, comme tu dis, c'est une sacrée somme. C'est hyper Plus cher. pour Et je rebondis juste, mais sur les Watchmen, c'était même plus beau. oui, C'était c'est vrai. vrai format en plus. Il y avait un vrai format, il y avait une vraie esthétique, totalement. Donc je comprends pas vraiment, en plus, comme tu dis, il y a moyen de faire quelque chose, même une guitare, peut-être une frise avec une grande guitare ou je sais pas, il y a moyen de Mm, faire quelque chose de vraiment très joli, qui mm. justifie un petit peu mieux, mais là, ça 10 € pour moi, c'est même pas justifiable, même avec, quelques petits artifices. Donc non, effectivement, même moi qui suis collectionneur et donc du coup on l'a acheté, hein, je vais pas vous mentir, bah, c'est vrai que ça me fait un peu mal, quoi. C'est C'est abusé, du quoi. souple, du coup, je me demandais si c'est du souple ou du hardcover. Ah non, c'est du hardcover. Hardcover. Ah, ouais, oui, d'accord, donc c'est... Il y a au moins cet effort-là, on va dire. Oui, ça justifie un tout petit peu plus le prix quand même, ouais. Ouais, Oui, mais voilà. même en étant objectif, elle est pas belle la cover. Bah, ils auraient pu Il faire y a des gens qui Non, aiment. de ouf, je suis d'accord avec toi, franchement, c'est pas beau.
Enfin, Non, je suis fan de métal aussi, mais à un moment donné, il faut être objectif, quoi. En Ouais, mais plus, moi, je ça me pense fait que plaisir. J'ai vu Megadeth, c'est le groupe de Dave Mustaine, je crois. Ouais. Oui, tout à fait. Tu vois, moi, ça m'a parlé. En plus, là, il y a Ghost, comme tu disais tout à l'heure, Nico. Enfin, Ghost, pareil, c'est un groupe que j'adore. elle est pas belle non plus. Et Hein. c'est dommage. Ils auraient pu faire Non, mais tellement mieux. je comprends. Moi, je suis hyper fan de Ghost et à un moment donné, tu te dis waouh, Ghost, Batman, tout ce que t'aimes réuni et du coup, en fait, c'est sur ça aussi qu'ils vont jouer, en fait. Bah oui, c'est ça, c'est du Sur, marketing à 100%. et du coup, c'est ça qui m'énerve. Ils vont jouer sur ça et non pas sur la qualité du récit. Et là, Oui, niveau travail éditorial, on s'éloigne, quoi. ouais, mais là, Ok. je suis pas tout à fait d'accord parce que regarde le nombre de comics qui sont pas encore sortis, dont on t'annonce 2 mois à l'avance qu'il y aura 30 covers alternatifs, par exemple. Donc en France, on n'a pas trop l'habitude de ça, mais aux États-Unis, c'est constant. On te dit à chaque fois, attention, ça va être un méga event dans 2 mois et il y aura 50 couvertures alternatives par plein Mais de les par plein de récits, par plein d'auteurs célèbres. mais ça, ce C'est qui est des trucs dont cité, ça personne peut ne être des connaît. récits bons. Là, Oui, mais c'est pas bon. oui, non, c'est des trucs qui sont même pas sortis et pour lesquels on t'annonce déjà plein de couvertures alternatives. Là, au moins, ils ont pris un récit qui a quand même vraiment bien fonctionné, qui est un petit peu passé, pour lequel on a juste assez de recul pour quand même savoir ce qu'il vaut, et pour lequel ils proposent des ventes alternatives qui se vendent un petit peu et qui Ouais, parviennent à créer un peu de hype. mais C'est artificiel, mais et- quelque part, je trouve ça mieux que te dire 2 mois à l'avance, bah là, précommandez tout de suite les 50 covers alternatives de tel comics que vous n'avez pas lu, qui n'est même pas imprimé, qui n'est même pas écrit, parce qu'on vous dit tout de suite ça va être un event et ça va être rare et il faut vous les arracher tout de suite. peut-être que pour toi, ça a été clair, mais par rapport au Comics Corner, j'ai eu énormément de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont demandé c'est quoi, hein. Ça a pas, en tout cas, niveau communication urbaine, ça n'a pas été clair sur qu'est-ce que c'était. Les gens se demandaient si c'était une édition collector, si c'était un bonus, si c'était une suite. C'est vrai, parce Donc que je me là, suis pour moi, posé ça la rentre pas dans les trucs que tu citais. Je comprends l'idée et c'est clairement ça, mais là, il y a eu. Ah bah, Pour moi, après, c'est ça, je suis énorme d'accord. en fait. C'est une grosse bouse, c'est une grosse claque en mode on n'en a rien à faire de vous en tant que lecteur. Et vraiment, c'est c'est pas pour mentir. En étant CM du Comics Corner, il y a la moitié des gens qui n'ont rien compris. Et même Jimmy, qui est libraire, n'a pas compris au début. Parce que même les représentants ne l'ont pas expliqué. Oui, mais What? là, tu parles de deux choses différentes. Tu parles de la stratégie marketing de DC Comics qui consiste à sortir des covers alternatives pour Batman Death Metal, et tu parles de la communication d'Urban qui n'a pas assez bien expliqué ce que sont ces comics. Et pour C'est moi, quand les même deux vont de pair, du coup. je suis pas forcément d'accord, puisque comme je l'ai dit, aux États-Unis, ils ont l'habitude d'avoir des dizaines et des dizaines de covers alternatives pour n'importe quel comics, y Oui, compris mais des du comics qu'ils coup, n'ont pas lus, sur y ce compris des comics sujet-là, ça médiocres. va pas les deux, en fait. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord sur toi sur le truc et pour certains, mais là, ils ont fauté sur les deux. En fait, les deux ne vont pas. Il y a pas une des stratégies qui rattrape l'autre, je trouve. Si Mais après, Urban avait été clair sur ce que c'est, les gens sauraient que bon voilà, c'est Batman Death Metal. Si Mm. on a aimé, bah, peut-être qu'on va racheter. Enfin, si on a aimé et qu'on aime le groupe, peut-être qu'on va racheter. Si on non, mais ça reste quelque chose qui est fait vraiment pour les fans, qui ont pour la plupart déjà lu Batman Death Metal et donc qui savent exactement ce qu'ils achètent ou pas et si ça leur parle ou pas. Donc Mm. moi, ça me paraît relativement honnête dans la démarche, et on a relativement peu quand même de cette stratégie hyper marketing de cover alternative en France. Je comprends qu'ils aient voulu jouer là-dessus parce que ça a vraiment fait un mini événement aux États-Unis. Bon, après, à titre personnel, ça me touche pas trop, d'autant que bon, je trouve la cover moche, mais je pense que les covers sont approuvés par les groupes, donc il y a peut-être pas, c'est peut-être difficile de leur reprocher. Et je trouve que l'intégration des groupes est quand même vraiment artificielle, puisque tout ce à quoi on a droit, c'est une interview en une page du chanteur-guitariste à la fin du volume, qui parle même pas de Batman Death Metal, qui parle de Batman pendant 3 lignes, mais même pas de ce comics-là en particulier. Donc c'est vraiment hyper light comme rapport entre le comics et le groupe. Donc là, il y a un truc qui est plus limité en termes de fond. Mais après, en tant que couverture alternative, je trouve ça nettement plus honnête de nous proposer ça plusieurs mois après sur un comics qu'on connaît tous déjà, que de faire un pseudo-event sur un truc qui n'est même pas sorti et qui sera encore plus nul. Ouais, après, c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, de toute façon, je vais vous dire une chose, j'achèterai une cover comme ça alternative que si il y a le groupe Tragédie sur la cover. Voilà. Sinon, je ne le prendrai pas. On est d'accord qu'on parle de Est-ce que tu m'entends, EO? Tout à fait. Tout à Ok, fait, c'est très ça. Eh ben, c'était juste pour. C'est ça ou Ozone. Sinon, Ah, voilà. mais, Ah ouais, mais alors du Ouais. coup, moi je vais dire les To Be Free si on continue comme ça, les gars. mais les To Be Free, c'est au-dessus. C'est la vie. Base. C'est la vie. Pauvre Philippe Nicolic.
Repose en paix, mon gars. Allez, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce Batman Death Metal entre ce tome 3 et cette réédition donc, des premiers numéros de Batman Death Metal et donc de cette édition Megadeth. Je pense qu'on peut enchaîner avec Marjorie qui va nous Yes. présenter le Batman Mythologie du mois qui est consacré à la ville de Batman, Gotham City. Ouais, tout à fait. Ben, c'est une suite de tout ça. On apprend beaucoup sur Gotham City. Ben, ça se passe en 3 parties. La première partie, elle s'appelle Descente aux enfers. C'est une partie plutôt au dessin old school. Après, faut aimer. Faut aimer. Moi, je suis pas très fan parce que ça fait, comment dire, c'est pas ce genre de dessin dont je suis totalement fan. Je trouve qu'il y a beaucoup de narration, mais c'est quand même une partie très très intéressante. On commence avec un récit de Batman numéro 4. C'est par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson. On découvre en fait sur ce premier récit que le nom de Gotham City il a été sorti sur ce récit-là. On découvre plein de choses dans cette première partie. Ensuite, on a la deuxième partie, ça s'appelle Rénovation urbaine. Il y a une histoire pas mal du tout. C'est l'histoire du démolisseur qui est en 3 parties, avec le Batman 474, Legend of the Dark Knight et Detective Comics 64. C'est une histoire où Batman pourchasse un terroriste qui veut détruire le nouveau Gotham pour revenir à l'architecture ancienne. C'est une deuxième partie plutôt action. C'est vraiment... Moi, j'ai bien aimé, mais la partie que j'ai le plus aimée, c'est la troisième. J'ai aimé... en fait, ça s'est passé pareil, tout en 3 parties. En tout, il y a 12 récits. On a... Faut que je revienne dessus. On a Terminus, Gotham Noir et Gotham Spirit. C'est vraiment sur ces 3 récits, on voit beaucoup. Il y a un côté très très dark. On voit l'évolution de Gotham et surtout l'évolution des récits qui est vraiment plus imaginative et vraiment plus noire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé un récit qui s'appelle Gotham Noir. C'est vraiment pas mal avec Ed. J'arrive jamais à dire son nom. Brubaker et Sean Phillips. En fait, c'est l'histoire de Gordon qui est devenu alcoolique, qui est viré de la police et qui recherche un tueur qui en savait trop. C'était vraiment... c'est une histoire qui lui tient beaucoup à cœur. Et j'ai vraiment aimé ce côté sombre. Moi, c'est aussi pour ça, en général, que j'aime DC Comics. Ce genre de récit m'a vraiment transportée. Et voilà, c'est vraiment la troisième partie qui me tient beaucoup à cœur. C'est Ok, voilà, dans l'ensemble, donc j'ai bien aimé et je le conseille. c'est découpé, si j'ai bien compris, un petit peu en 3 En 12 périodes, peut-être. récits, ouais. Ouais. C'est parce que Les j'ai 3. parlé beaucoup trop vite. Non, bien sûr, non. Mais comme moi je l'ai pas encore lu, tu vois, j'essaie Ouais, voilà, d'argumenter en fait, autour c'est pour. comme un 12 récits. Ouais. Tu peux vraiment trouver ton bonheur vraiment dans la première partie si t'aimes beaucoup les récits old school. Moi, c'est pas trop ma came parce que, comme je disais, c'est vrai que c'est très narratif et ça m'ennuie un peu en fait. Moi, j'ai besoin toujours d'action, toujours qu'il se passe des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peut-être c'est aussi la manière de parler, peut-être je sais pas, c'est Et c'est quelque vrai que chose que j'ai c'est dans pas les récits accroché. old school, on a souvent cet aspect très narratif, on raconte les actions, ce qui se passe, quoi. Justement, alors, Siegfried, je sais que tu étais assez taquin, assez ouais, avec le précédent tome qui, justement, pour toi, ne présentait pas tous les aspects essentiels. Donc, le précédent tome qui était consacré à la Batcave, tous les aspects essentiels de la Batcave et des récits qui auraient pu être fondateurs. Est-ce que dans celui-ci, tu as trouvé ton compte? Pas trop, alors j'ai un peu les mêmes problèmes. Déjà, je suis vraiment déçu qu'ils aient abandonné le format des DC Anthology, qui pour moi était beaucoup plus convaincant parce au début de chaque aventure, on avait une page qui introduisait le contexte dans lequel l'aventure avait été écrite, y compris pourquoi les auteurs en étaient venus à l'écrire. Et ça ajoutait vraiment quelque chose.
là où ici, on a une introduction qu'au début de chacune des 3 parties. Donc on a 3 vagues demi-pages d'introduction, mais qui sont à chaque fois extrêmement courtes. Et ce qui fait que parfois, en lisant certains récits, on se demande vraiment quel rapport ça a avec Gotham en fait. Pourquoi avoir choisi ce récit-là en particulier quand il y a des centaines de récits hyper pertinents, hyper intéressants sur Gotham. Et certains m'ont vraiment laissé sceptique. Enfin, je pense par exemple à je crois que c'est la troisième aventure qui se déroule entièrement en périphérie de Gotham. Et c'est juste Superman et Gotham pour une espèce d'action caritative de la police qui vont présenter leur trophée. Et évidemment, il y a une espèce de méchant quelconque qui va essayer d'utiliser les trophées pour les mettre en défaut. Mais ça se passe en complète périphérie de Gotham. C'est juste dans une espèce d'arène en plein air. On ne parle pas de Gotham, donc certes c'est des Gothamites, mais enfin à partir du moment où on fait une anthologie en 300 pages seulement pour parler de tout Gotham, peut-être qu'on peut un peu davantage parler de la ville. Enfin, Le problème, c'est qu'il y a beaucoup je trouve que c'est beaucoup le côté kitsch, quoi. Sur la première partie, c'est vraiment très très kitsch. C'est l'ovation moi, j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché. Après, le côté kitsch, c'est quand même normal parce que, en l'occurrence, c'est ce que j'aime bien aussi quand même dans ces anthologies, c'est qu'ils essaient de représenter un petit peu chaque époque du comics pour avoir un panorama assez complet de tout ce qui se fait dans chaque décennie. Et effectivement, il faut rappeler au lecteur que à la fin des années 40 ou pendant les années 50, Batman et généralement tous les super-héros passent quand même par une phase extrêmement kitsch dans la seconde partie de l'âge d'or et l'âge d'argent. Et donc c'est tout à fait normal que ça soit représenté là. Simplement, je trouve que sur tous les récits publiés dans les années 40-50, il y avait beaucoup de récits beaucoup plus intéressants pour parler de Gotham. Enfin, quand on regarde les dates, on se rend quand même compte qu'il n'y a que 3 récits qui se déroulent entre 1940 et 1978. Mais Donc ils auraient pas toute dû la partie... faire une sorte de préface pour tout expliquer, ça aurait été pas mal, non? Il faut une espèce de petite préface au début de chacune des parties, mais c'est pas... Mais c'est pas bien expliqué, je trouve. Ouais, c'est pas tip top. Et en l'occurrence, enfin, on se demande vraiment pourquoi ils passent de 1954 à 1978. Enfin, ils font un saut de 24 ans d'un coup, et quand même Bah oui. assez brutal. Et tout ça en passant par des récits qui sont pas vraiment intéressants, vraiment fondateurs. Alors que je vous assure que des récits vraiment intéressants sur Gotham dans les années 60. Enfin, rien que le série qui a fondé le comics en 64, qui a fondé le New Look de Batman, où Batman visite Greenwich Village, et c'est la première fois qu'on a une représentation aussi réaliste de Gotham par Carmine Infantino. Ça, c'était vraiment un récit qui était court, qui était vraiment important, qui représentait une décennie qui n'est pas du tout représentée dans ce volume-là, et qui passe à la trappe en faveur de le super spectacle de Gotham, qui ne parle pas du tout de Gotham. Donc il y a quand même pas mal de choix qui sont curieux. Donc je trouve plutôt chouette, par contre, contrairement aux anthologies précédentes, que la partie old school soit moins représentée. Que là, comme dit, finalement, il n'y a que 3 récits qui sont vraiment old school, là où on pouvait en avoir 6-7 dans les précédents, et ça finissait par être un petit peu lourd, mais ces 3 récits sont pas franchement intéressants. Donc après, indépendamment des choix, même dans les introductions, il y a parfois des choses assez curieuses. Dans la première introduction, par exemple, on dit que l'aventure quand la ville dort, donc la deuxième aventure, évoque par son titre le titre VF du film Asphalt Jungle de John Huston, qui effectivement, ça s'appelait en VO Asphalt Jungle, et ça avait été traduit en français par Quand la ville dort. Mais quel est le rapport? Enfin, les auteurs de ce récit n'ont pas vu le titre français de ce film, qui en plus est sorti dans les années 50, donc alors que le comics était publié dans les années 40. Donc ça n'a vraiment absolument aucun rapport. Même chose, donc ce récit When the City Sleeps date de 1945, et ils font un parallèle avec la 5e victime de Fritz Lang, qui s'appelait effectivement When the City Sleeps en VO. Mais ce film date de 56. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent essayer de justifier qu'il y a un rapport entre ce récit de Batman et ces films, alors que ces films datent littéralement de 5 à 10 ans après la publication du comics? Enfin, finalement, c'est pas révélateur de grand-chose. Et sur des introductions qui font parfois une quinzaine de lignes, passer 3 lignes sur de supposées références cinématographiques qui ne collent pas du tout en termes de chronologie, j'ai juste vraiment pas du tout compris la démarche. Donc l'idée est intéressante à la base, c'est de dire qu'effectivement il y a un parallèle entre l'évolution du roman noir dans les années 40, qui effectivement est très important, et la manière dont Batman est écrit dans les premières années. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est vrai et qui est assez fort. Mais pourquoi mentionner des films qui ont juste comme lien avec ce comics d'avoir le même titre, mais qui sont sortis 10 ans après, et qui donc n'ont absolument rien à voir avec ce comics. Enfin, c'est vraiment curieux de passer du temps sur des détails comme ça, alors que par un truc tout bête. Est-ce que vous savez ce que Gotham ça signifie étymologiquement? Et le jambon, avoir du jambon, donc récupérer le jambon, quelque chose comme ça, non?
Gotham, donc ça ils Un le truc comme disent. ça, non? Non, non. Ah Gotham, non, non, oui, pardon, je te dis Go- des conneries, c'est le truc avec les chèvres, je sais pas quoi. oui, c'est ça, c'est la ville des chèvres. C'est Voilà. Ouais. goat comme goat en anglais chèvre et Heim, Heim en saxon, qui signifie la ville. Donc on dit bien que Gotham à la base c'était le surnom donné à New York par un écrivain du 19e siècle qui s'appelait Washington Irving. Donc ça c'est une base, c'est bien de la poser. Mais pourquoi ne jamais parler de l'étymologie du mot Gotham? Enfin, ça paraissait une anecdote peut-être un peu plus intéressante que de dire tiens il y a deux films il y a deux films des années 50 et 56 qui ont le même titre qu'un des comics de l'anthologie, d'autant que ce fameux comics dont on parle autant donc en La Ville d'Or est même pas particulièrement intéressant en fait. C'est vraiment pas la peine d'en parler aussi longuement, alors qu'il raconte pas grand chose sur Gotham. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu bizarres. D'ailleurs, toujours ce même comics, on nous cite Slips, on nous dit dans le sommaire que c'est le Batman numéro 35, alors qu'en fait c'est le fascicule Batman numéro 30. C'est une petite coquille, ça arrive. Mais enfin, il y a quand même que 12 comics en tout dans cette anthologie. Donc on peut dire que pour seulement 12 comics, ils auraient quand même pu vérifier dans le sommaire de pas se tromper sur le numéro du fascicule. Ça fait un petit peu de tâche, ça fait pas très pro. Et voilà, quand en plus il y a cette espèce de confusion un peu étrange, je sais plus trop ce qu'ils ont voulu dire sur ces films qui n'ont rien à voir avec le comics. Enfin, ça donne un aspect un petit peu brouillon, alors qu'il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire. Et quand en plus la sélection est parfois un peu la sélection des comics elle-même est un peu douteuse parce qu'il manque cette justification avant chaque comics qui pourrait le remettre en contexte et expliquer pourquoi les éditeurs ont jugé vraiment pertinent de mettre ce comics-là au lieu des 35 autres comics pour lesquels ils auraient eu le choix pour la même époque. Ça donne un aspect qui est relativement incomplet au truc, qui est un petit peu dommage. Donc heureusement, on a quelques petites choses qui sont pas mal. On a par exemple une nouvelle d'O'Neill, qui donc O'Neill, c'est celui qui a eu l'idée de nommer de créer Crime Alley, enfin de lui donner ce nom de Crime Alley, et qui crée un petit comics assez fort sur Batman, dont on dit que chaque année il visite Crime Alley et donc les criminels évitent cette ruelle ce jour-là. Ils savent pas pourquoi Batman vient, mais c'est un lieu qui leur fait peur ce jour-là précisément parce qu'il intègre une certaine mythologie de Gotham. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort et qui avait vraiment besoin d'être là. Comme le disait Marjorie, il y a le récit Le Démolisseur qui est vraiment chouette. Enfin déjà, c'est scénarisé par Alan Grant, et Alan Grant, c'est un des tout grands. Enfin, c'est un des rares auxquels je dédicaçais mon livre sur Batman. Enfin, c'est dire l'impact qu'il a eu sur moi, et qui est dessiné par Ray Fogg, Sprouse et Aparo. Donc, il y a 3 dessinateurs différents, mais ça va, il y a quand même une relative cohérence graphique qui fait que ça passe, et qui est vraiment très intéressante, parce que pour le coup, l'introduction rappelle judicieusement que c'est un récit qui est dans l'après Burton. Toute l'idée d'Alan Grant, c'est de dire que sous la Gotham moderne et contemporaine qu'on voit dans les comics à cette époque, il y a en fait une espèce de Gotham enfouie qui aurait été construite à la fin du Xe siècle, la guerre de sécession, sur les ordres avec l'approbation du juge Solomon Wayne, qui est donc un ancêtre de Bruce Wayne. Et donc c'était une des premières manières de dire en fait un ancêtre de Bruce Wayne a initié la construction d'un Gotham, et d'un Gotham qui était complètement gothique avec des gargouilles, parce que ce juge était vraiment pétri de christianisme, et il pensait qu'avec ces gargouilles et cette architecture extrêmement terrifiante gothique à la Burton, donc on allait effrayer les criminels et éloigner le démon. Donc là, en termes de mythologie, ça pour le coup, c'est un récit qui était vraiment très fort, et il est pas très connu. Quoi. Ouais, voilà, c'est dans le sens où je trouve que la deuxième partie, elle a vraiment quelque chose à faire dans le livre, tu vois. Après, la troisième, moi, je l'aime, puisque, enfin, je sais pas, moi, c'est le côté dark de la troisième me plaît énormément. Mais celle qui représente le plus, qui parle le plus de Gotham, je trouve que c'est la deuxième partie. Oui, tout à fait, oui. En plus, juste après, on a le Écrit dans la nuit de Chuck Dixon, sur un journaliste qui n'a pas la foi dans la police et la justice. Et à côté de ça, on voit Robin, Huntress et Batman qui combattent dans la ville. Donc on a vraiment cette opposition entre le journaliste qui dit que Gotham est une ville gangrenée, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut croire en personne, et à côté de ça, les justiciers qui essaient de se battre pour restaurer un peu l'espoir à Gotham, et en visitant bien la ville. Donc voilà, ça c'est un... Est-ce que c'était un récit essentiel sur Gotham? Peut-être pas, mais enfin ça dit quelque chose de Gotham qui est quand même plutôt pas mal. Le terminus de l'anneau qui est vraiment génial, qui sont bons l'air Vertigo, dont Jamie Delano est un des grands auteurs de Vertigo, un récit très humain sur un homme ordinaire qui a chuté dans la drogue, dans la délinquance, à force de petits accidents, de petites mésaventures dans sa vie.
et qui est devenu un camé, un délinquant et un loser qui est terrifié par Batman. Et donc, on se concentre vraiment sur ce personnage complètement secondaire qui est poursuivi par Batman, mais le Batman, on le voit à peine. Et c'est vraiment une belle manière d'explorer comment Batman pourrit les gens. Donc ça, c'est peut-être un des récits qui m'a le plus marqué dans ce livre, le Gotham noir, comme le disait Marjorie, qui est un Elseworld. Et ça, pour le coup, je trouvais ça vraiment bien de mettre au moins un Elseworld dans ce volume, parce que ça rappelle, voilà, ça rappelle à quel point les Elseworlds sont importants dans l'identité de DC Comics. DC Comics, c'est quand même un éditeur qui est connu par le fait d'explorer différentes temporalités, différentes variations dans ses aventures pour donner plus de liberté à des grands auteurs de faire un peu ce qu'ils veulent sur leur univers. Et donc là, c'est une aventure qui se passe en 1949, en plus par Brubaker, dont on sait qu'il adore les récits noirs, pulp, un peu sordides, dans lesquels il passe beaucoup de ses chefs-d'œuvre, comme Fondu au noir par exemple, enfin beaucoup de ses Criminal, beaucoup des grands comics de Brubaker, et là qui est dessiné par Sean Phillips. Donc là, c'est vraiment un récit qui sent bon le Brubaker, cette ambiance un peu noire du cinéma noir et des romans noirs de cette époque, avec comme disait Marjorie, un Gordon complètement alcoolique qui essaye vaguement de se racheter, qui est plein de PTSD parce que c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qui arrive pas à se défaire de toutes ses visions. Enfin, c'est peut-être un peu longué parfois par moment, mais ça raconte vraiment plein de choses. Et puis voilà, ça explore une autre Gotham à une autre époque, dans une autre chronologie parallèle. Ça, c'est vraiment chouette. Peut-être déçu par contre que ça se termine sur Gotham Spirit, qui est un récit court et un peu insignifiant, où c'est juste Batman qui poursuit les criminels sur 10 pages. D'accord, est-ce que c'était vraiment... Ouais, ils auraient peut-être pas dû finir là-dessus. Ouais, finir sur un truc moyen, c'était un peu bizarre. En fait, la seule raison pour laquelle ils ont fini là-dessus, c'est que le Gotham noir de Brubaker et Phillips, ça datait de 2001, et que donc il leur fallait quand même un récit des années 2010 pour montrer que bon, ils faisaient quand même du contemporain. Et effectivement, ce Gotham Spirit date de 2013, mais franchement, je suis sûr que dans les années 2010, ils auraient pu trouver quelque chose de beaucoup plus concluant. Donc, finir sur un truc qui est aussi peu convaincant, et qui est aussi mineur, c'était vraiment étrange. Enfin, voilà, dans l'ensemble, ça reste une anthologie qui est plutôt chouette, et je trouve qu'il y a plein de récits qui auraient eu leur place. Je pense par exemple au dernier récit de Scott Snyder dans son run sur Batman, qui est aussi qui finit sur je suis Gotham, enfin sur Batman qui dit qu'il est Gotham, et c'est un récit qui est très court, qui est autocontenu, donc ça rentrait parfaitement dans l'anthologie. C'est un récit qui était vraiment parfait et qui n'y est pas. Le dernier comics aussi c'est peut-être aussi l'idée de proposer comment dire des récits qui n'ont pas été parus en français, justement, peut-être. Tu vois, Oui, mais ça, on en revient toujours sur le même débat qu'on avait déjà abordé dans les numéros précédents. Il y a un moment où il faut aussi prendre une décision de, s'ils ne veulent vraiment publier que des inédits, qu'ils ne publient que des inédits pertinents, mais je préfère qu'ils republient un récit, mais qui est vraiment fondamental pour comprendre Gotham, que de publier des trucs qui sont certes inédits, mais qui sont vraiment beaucoup plus mineurs et qui ne disent pas grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, tiens, je connais moyennement Batman, par contre, passer par une anthologie sur Gotham, ça c'est vraiment une manière classe de découvrir Batman. C'est des gens qui n'auront pas forcément lu l'intégralité du run de Scott Snyder sur Batman. Donc, l'intérêt d'une telle anthologie, ça serait, à mon avis, surtout de proposer des récits qui sont vraiment importants. Et en fait, bon, là, je parle d'un récit en particulier, mais on a la fin du run de Starlin Aparo sur Batman, qui est vraiment très très bien aussi. Et il y a plein de comics inédits qui parlent de Gotham beaucoup mieux que certains des récits qui ont été choisis là. Donc, bon, inédit ou pas, je reste relativement dubitatif sur certains des choix qui finalement me semblent pas si bien parler de la ville que ça. Et donc heureusement, ça s'achève sur exactement comme dans la Batcave, on a un plan de Gotham par exemple. On a quelques mots qui expliquent un peu l'architecture de Gotham, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, aussi, je me suis demandé aussi pourquoi il n'avait mis qu'un plan, par exemple, alors qu'il y a plusieurs comics qui utilisent des plans de Gotham et qui sont parfois différents en fonction des époques. Pourquoi ne pas mettre un plan de Gotham pendant le Cataclysme? Ça existe, par exemple. Ou pourquoi ne pas mettre le plan de Gotham du jeu vidéo Arkham City, alors que c'est aussi un plan qui est important dans l'imaginaire. Il y a pas mal de choses à faire. Ou pourquoi ne pas mettre des crayonnés de grands artistes qui ont dessiné l'architecture de Batman, ce qui aurait permis d'évoquer plein de récits qui n'ont pas pu être intégrés évidemment dans le volume, parce que l'idée c'était aussi de ne mettre que des petits récits autocontenus, donc on pouvait pas mettre d'extraits de grandes choses, mais on aurait pu, en passant par des crayonnés ou des couvertures alternatives ou juste des dessins d'autres auteurs, on aurait pu représenter beaucoup de grands récits fondamentaux sur Gotham qui ne pouvaient pas être intégrés par un biais différent, et retrouver du Frank Miller représentant Gotham, du Jim Lee dessinant Gotham, enfin beaucoup de choses assez impressionnantes, du Capullo dessinant Gotham, qui ont vraiment marqué l'imaginaire des lecteurs et la pop culture sur Gotham, mais qui ne pouvaient pas figurer dans le volume. Enfin, c'est un peu une occasion manquée, et je trouve que c'est souvent, comme pour la Batcave, c'est des anthologies qui passent par beaucoup d'occasions manquées. Là où, vous vous souvenez, j'étais vraiment beaucoup plus convaincu par, y compris même la méthodologie de Double Face,
d'anthologie double face, qui donc Batman et Arkham. là, il y a vraiment un truc qui était à la fois en termes de choix de récits, de présentation des récits et globalement de choix éditoriaux, c'était vraiment beaucoup Ah non, mais celui de plus double convaincant. face, il était génial. Hein. Oui, voilà, mais là, chaque récit, on comprenait, enfin, il avait totalement sa place là, à la fois les old school et les récits les plus récents, tout était vraiment essentiel, en plus, c'était bien présenté à chaque fois, on comprenait vraiment qui était le personnage et comment il avait évolué à travers les décennies, comment il était perçu, c'était vraiment complet comme truc. Là, sur Gotham, j'ai l'impression qu'il... Ouais, c'était vraiment formidable comme anthologie. Et donc, il y a Poison Ivy qui va sortir là bientôt. Oui, voilà, donc j'espère qu'ils vont faire la même chose pour Poison Ivy, et du coup, je comprends vraiment pas cette différence de qualité entre les Batman Mythology et les Batman Arkham, qui pourtant sont deux types d'anthologies par le même éditeur francophone, et pour moi, il y a une disparité de qualité qui est vraiment assez frappante. Tout à fait. Je recommande, enfin, ça reste une lecture intéressante, mais je la recommanderais pas forcément non plus. Ok, alors du coup, après cette présentation de Marjorie et de Siegfried, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra? Y a-t-il quelque chose à rajouter? Que dire? Non, mais il a tout dit. Après, du coup, je suis un peu sur la vie de fin. Moi, je vais plus suivre la série Batman Arkham. J'ai trouvé que globalement, ça a l'air meilleur. Je commence en fait, déjà avec Batman Mythology Gotham, je commence à me lasser au niveau du format, au niveau des récits proposés. Donc, j'attends de lire Poison Ivy pour voir un petit peu le niveau, mais voilà, moi. Après, le format anthologie commence globalement à me lasser, mais ça Je dépend. sens une certaine lassitude globale chez toi, Alexandra. Sur Batman, ouais, complètement. Après Death Metal, maintenant c'est des anthologies. Sur Batman, ouais, franchement, là, en ce moment, c'est pas fifou. Après, là, j'enchaîne un peu sur le mois prochain, je suis sur Batman Detective. Ça me fait plaisir de reprendre une série comme ça et à voir ce que ça donne, mais ouais, je trouve que c'est un peu lassant, quoi. C'est un peu lassant, mais j'ai même eu l'impression que eux-mêmes se font chier à éditer tout ça. Il y a un problème, comme disait très bien Siegfried, problème éditorial avec Batman Mythology Gotham City que j'ai ressenti aussi. Mais voilà, Batman Arkham, double face, c'était génial. Poison Ivy, j'ai vraiment très On en hâte parle parce le mois que prochain. ouais, parce que du coup, elle est peu représentée, donc ouais, moi. Entre les deux collections, s'il y a à choisir, parce que certains auront à choisir, parce que c'est un budget, je pense qu'Arkham gagne pour le moment. Ok. Mais un point pour Arkham face à Mythologie. Passons à la suite. Alors, on était assez critique envers Death Metal, envers Batman Mythology. Est-ce que Suicide Squad Renegade, c'est donc son deuxième tome, et je crois que c'est la fin de la série, si je ne m'abuse, était meilleur, Siegfried? Un bof en fait, pour écrire et développer l'humain et la psychologie des différents protagonistes qu'il écrit, que ce soit des gentils, des méchants, des personnages totalement secondaires ou des personnages connus. Et donc la première partie, le premier volume de Suicide Squad m'avait plutôt convaincu. C'était vraiment bourré de bonnes idées, ça explorait bien plusieurs personnages. Et cette deuxième partie, vraiment beaucoup moins. Déjà par le fait que dans la première partie, ce qui est normal dans le premier volume, on explorait vraiment chacun des personnages, puisque la plupart étaient des personnages écrits par Tom Taylor, et il s'agissait vraiment de faire cohabiter des personnages qu'on connaissait déjà avec les nouveaux personnages, et donc d'essayer comme je disais, de donner sa place à chacun dans la nouvelle architecture de la série par Tom Taylor, ce qui fait qu'on passait beaucoup de temps à essayer de les caractériser, tout en les faisant agir. Donc ça, c'est toujours la grande force de Taylor, c'est les caractériser sans perdre de temps, sans faire de longs dialogues ou de longues expositions, mais toujours par des techniques de narration assez efficaces. Et ce qui fait que ce deuxième volume est beaucoup plus premier degré. On est vraiment plus dans de l'action pure, hors d'une action pure qui n'intéresse pas forcément. Enfin, ça reste à Suicide Squad, du coup les enjeux sont quand même relativement faibles. Il lutte contre Peter Cord, donc qui normalement est Blue Beetle. Donc on se demande pourquoi est-ce que Peter Cord voudrait faire une espèce de putsch dans un petit pays possédant beaucoup de ressources premières, alors que c'est normalement un super-héros. Qu'est-ce que ça cache? Et qu'est-ce qu'a Suicide Squad, qui est devenu une espèce de bande de renégats humanistes? Enfin, ils sont devenus un peu des super-héros, ce qui enlève encore un petit peu plus à l'intérêt de l'intrigue. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire contre ça? Donc c'est beaucoup moins frais, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus basique. Harley, qui était assez important dans le premier volume, là passe complètement à la trappe, et puis tout à coup à la fin on la revoit pendant plusieurs pages, parce que c'est Harley, il y a une espèce de cahier des charges qui fait qu'il faut absolument parler d'Harley, même quand Harley.
Oui, voilà, même quand elle n'a littéralement rien fait pendant tout le récit, qu'on l'a à peine vu pendant tout le récit, enfin, c'est vraiment. Voilà, même Taylor, enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais même Taylor a besoin de recourir à des gros artifices de narration. Donc je sais pas si c'est pour respecter un cahier des charges de DC, ce qui est tout à fait possible, ou si c'est juste parce que lui-même était moins inspiré, ou alors simplement que il est fier de ce qu'il a fait, mais que moi ça me parle beaucoup moins en termes de démarche. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a vraiment paru beaucoup moins réussi à tous les niveaux. Bon, on notera quand même qu'il y a un personnage, je spoile pas évidemment, un personnage très important qui meurt et dont apparemment c'est vraiment une mort officielle dans la continuité de DC Comics. Donc pour ça, c'est pas mal. C'est pas une mort qui est super bien gérée, mais elle est plutôt pas mal. Quelqu'un dont on insiste un petit peu aussi sur sa dimension familiale. Donc il y a un peu, on pose un peu des pions pour le faire mourir. Là où dans le premier volume on faisait mourir des personnages de façon un peu plus surprenante. Là c'est un peu plus convenu, mais enfin voilà, au moins on joue sur ce côté d'une mort importante, ce qui est toujours un peu artificiel dans les comics évidemment, mais enfin ça peut donner un peu d'impact à un volume qui sinon en manque quand même assez. Ouais. Ça explique peut-être la fin de la série par Tom Taylor. Peut-être Oui, d'autant que que bon, ça s'achève sur complètement autre chose. Enfin, à la fin, la Suicide Squad décide de devenir simplement des renégats et plus la Suicide Squad. Du coup, enfin, pourquoi finir là-dessus? Est-ce que le but c'est de faire une série uniquement sur les renégats, mais qui sont uniquement les personnages inédits de cette série, donc les personnages auxquels on s'intéresse a priori moins et qui sont vraiment moins bien écrits dans ce deuxième volume? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont vouloir suivre ça? Franchement, j'étais assez vendu après le premier volume. J'étais prêt à suivre même les personnages inédits dans des aventures autonomes. Là, après ce deuxième volume, j'ai vraiment aucune envie de lire la suite. Donc, je suis très content que Tom Taylor ait été recruté pour des séries beaucoup plus intéressantes. Enfin, il va faire du Nightwing, donc c'est quand même quelque chose qui est quand même qui est assez chouette. Il va enfin écrire du Badverse en continuité, donc ça c'est quelque chose qui va un peu le changer de ses habitudes et qui promet d'être intéressant, beaucoup plus que cette conclusion dont je comprends pas trop ce que Tom Taylor a voulu faire, mais qui m'a vraiment pas satisfait. Ok. Alors, tu parlais de Tom Taylor, on parlait de nombreuses morts dans les récits. Ça me faisait penser bizarrement à Injustice. Injustice qui se voit Cette réédité à nouveau. transition, Cette transition de malade Mais quel pour parler de professionnel! Injustice intégrale année 3 qui a été publiée donc le mois dernier. Et je donne la parole à Quentin qui va nous ramener un petit peu dans l'univers Injustice de Tom Taylor. Waouh, mais déjà, je suis admiratif de cette transition. Franchement, tu es un vrai professionnel. C'est beau. Alors du coup, oui, alors voilà, Injustice année 3. Alors Superman qui mène toujours sa dictature et pense toujours faire le bien autour de lui en faisant abstraction un petit peu du nombre de victimes qui sont décimées un petit peu par ses choix. Et donc les seuls à continuer à lutter contre son régime, c'est l'équipe à Batman, donc les résistants comme ils appellent ça. Et donc du coup, voilà, le récit est tout de même un peu plus axé sur Constantine, surtout au début. J'ai beaucoup aimé cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de Constantine, on voit un petit peu Dr. Fate, etc. C'est quand même super sympa. Et puis voilà, toujours le but commun, c'est voilà, de mettre un terme aux agissements de Superman, qui est devenu un petit peu l'ombre de lui-même, mais ça on le sait depuis la première année. Et donc voilà, le scénario est toujours assez riche, hein, on propose quand même un sacré éventail de situations, avec des phases de conflit, mais c'est vrai que dans l'année 3, c'est quand même pas mal de phases de conflit, hein, on voit pas vraiment autre chose, on va pas se mentir, et quelques retournements de situation, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même beaucoup de bastons au cours de cette année-là. D'ailleurs, c'est ce que je reproche, hein, c'est qu'on voit pas vraiment, par rapport aux précédentes années, surtout l'année 1, on voit pas vraiment un petit peu l'impact que ça a sur l'humanité. Parce que là, on voit juste des super vilains ou même des super-héros se bastonner, mais on voit pas vraiment l'impact réel que ça a sur l'être humain lambda. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage quand on parle d'une dictature ou quelque chose comme ça. J'aime bien voir un petit peu l'aspect social du truc. Et là, on le voit pas vraiment. Donc, je sais pas, on en parlera ensemble tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a gêné. Et puis, voilà, il y a eu les phases aussi avec Constantine qui traîne un petit peu Batman en garde du corps pour convaincre un petit peu les personnes avec qui il a eu des soucis, c'est-à-dire avec tout le monde, parce que Constantine s'embrouille À peu près tout le littéralement monde. avec tout le monde, on va pas se mentir. Donc, on a droit du Madame Xanadu ou encore Swamp Thing, hein, donc c'est sympa, il y a des petites phases comme ça que j'aime beaucoup. Et puis surtout, ma phase coup de cœur, sans vraiment spoiler, il y a une phase où, je vais pas dire comment c'est amené, mais où Clark Kent est amené à rêver et un petit peu faire une rétrospective de ce qui se serait passé si il n'avait pas effectué ces choix-là et qu'il n'était pas parti en cacahuète totale en, en partant dans un délire de dictature. J'ai trouvé cette phase d'ailleurs très touchante où justement voilà, il voit un petit peu si Lois avait survécu, parce qu'on sait que dans l'année 1, Lois décède suite à un plan du Joker.
Et donc du coup, voilà, il y a toute cette rétrospective-là qui nous met un petit peu le point sur qu'est-ce qui serait passé, justement, s'il n'y avait pas eu tout ça, s'il avait vu son enfant grandir, et cetera. Donc c'est vraiment très, très touchant. C'est là où justement il y a une partie, esthétiquement qui me touche beaucoup parce qu'on voit justement Superman, avec sa fille dans l'espace. Il y a des planches que je trouve magnifiques. Même si le reste du récit ne m'a pas cloué, hein, ça m'a pas explosé les rétines tout du long. Il y a quelques petites parties comme ça que j'ai trouvé magnifiques, ou même une phase où il y a Superman et Wonder Woman qui sont devant un coucher de soleil. Je trouve le crayonné sublime et j'aimerais bien d'ailleurs voir la planche, originale de ce truc-là. Je trouve ça sublime. Et donc du coup, voilà, au-delà de ça, c'est vrai que moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a quand même beaucoup de phases de baston, ça se bastonne, et on va pas assez en profondeur dans des trucs que j'aurais aimé voir, comme vous disiez, l'aspect social, etc. C'est ça qui m'a un petit peu gêné. Et un petit peu aussi le traitement de Wonder Woman, c'est-à-dire que Wonder Woman qui est continuellement au bot de Superman, sans vraiment de libre arbitre, elle est là, un petit peu lobotomisée par sa vision des choses. Et je sais pas la vision que j'aime de Wonder Woman, je sais pas, je la trouve mollassonne. Enfin, ça m'a pas percuté, même parfois ça m'a gêné. J'ai trouvé ça un peu trop dans son écriture. J'ai pas trouvé ça totalement bien géré, en tout cas dans cette année-là. Donc c'est un truc qui m'a pas mal sorti à un certain moment où je la vois vraiment, où tu te dis mais reste digne quand même. Ça m'énerve quoi, t'as envie de la secouer, de lui dire oh attention, tu vois, tu restes Diana quoi, calme-toi. Mais donc du coup, par ça, ça reste un excellent récit, une excellente année. Donc j'en garde quand même des bons souvenirs. Oui, une année 3. Alors, pour rappel, ça correspond aux tomes 5 et 6, si je ne me trompe pas, des premiers tomes qui a été publiés ça. chez Urban. Hein. Totalement. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette année 3 d'Injustice? Non. Non, sinon qu'effectivement, je rejoins assez sur le fait que c'est une année qui commence à être un peu filler. Enfin, on sent qu'après le succès des précédents volumes et fascicules, on a demandé à Taylor ou Taylor choisit de davantage faire durer, ce qui fait qu'on a beaucoup d'actions, mais qui restent quand même relativement des statu quo. Et son but, c'est plutôt de vient beaucoup plus explicitement de présenter l'attitude de toujours plus de personnages par rapport à la dictature de Superman. Et donc là, l'idée de l'année 3, c'est vraiment, enfin notamment de la première moitié de l'année 3, c'est vraiment de montrer comment la Justice League Dark, donc avec Zatanna, Swamp Thing, Constantine, etc., réagissent à la dictature. Bon, c'est sympa, c'est surtout sympa si on aime ces personnages. Oui. Pour Superman lui-même, c'est intéressant parce qu'à la fin, pendant l'année 2, il acceptait de prendre l'anneau, de mettre un anneau jaune et de s'allier à Sinestro, de prendre Sinestro comme lieutenant. Et donc, l'une des grandes questions de l'année 3, en fait, c'est surtout comment est-ce que cette relation, enfin pour moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était comment cette relation entre Sinestro et Superman allait évoluer, sachant que c'est un peu contre nature comme alliance, et on se doute bien qu'il y aura des tensions, même si c'est surtout ça qui est intéressant, c'est que comment ça interroge le dispositif de notre Superman, parce que Superman essaye de ne pas être un despote, mais en même temps, à partir du moment où on met un anneau jaune et on prend Sinestro comme lieutenant, enfin, on a quand même franchi pas mal de limites, mais en même temps, on se doute bien que si encore plusieurs années après, Superman ne va pas juste être un méchant despote avec un anneau jaune. Enfin, ça n'a aucun intérêt en termes de développement de personnage. Donc, on se demande à quel moment est-ce qu'il y aura un petit twist pour revenir un petit peu plus humain. Enfin, de ce point de vue-là, au moins, c'est intriguant et c'est le genre de petites choses qui accrochent à la série, plus que l'intrusion de plein de nouveaux personnages qui finalement ne font vraiment rien avancer. Enfin, à chaque fois, on fait croire qu'on va battre Superman, mais en fait, on sait très bien qu'il va y avoir encore 150 fascicules après et que Superman il va pas être battu là, donc c'est un peu artificiel. Mais quand on aime ces personnages-là, c'est vraiment très très chouette parce que les personnages sont quand même vraiment bien mis en valeur. On voit vraiment beaucoup chacun des nouveaux personnages qui sont introduits, le Dr Fate, Constantine, on le voit vraiment pas mal. Enfin, ils sont tous vraiment bien mis en valeur. Rien qu'à ce niveau-là, c'est agréable. Mais voilà, en termes de densité de l'univers d'Injustice, c'est surtout intéressant pour la relation entre Superman et Sinestro. Pour le reste, c'est pas quelque chose qui avance vraiment assez pour que ce soit un comic fondamental de cette continuité. Ah, totalement. C'est vrai qu'on n'avance pas. Hein. C'est, comme tu dis, c'est assez redondant, quoi. Et après, c'est vrai qu'au bout de la troisième année, ça commence un peu à tirer en longueur. Alors, je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de transition toute faite pour basculer sur notre prochain récit, qui est le dernier de notre liste. Et c'est Justice League Dark Rebirth, tome 4, paru donc écrit toujours par James Tynion IV. Siegfried, tu l'as lu et tu vas nous le présenter. Ouais, en fait, j'ai pas forcément grand-chose à en dire. Donc effectivement, c'est scénarisé par James Tynion IV et On sent que Siegfried, par Ramvé. il est désabusé par ses lectures en ce moment aussi. Non,
Donc ça, parce qu'à chaque fois, j'essaie de m'accrocher, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est le genre de récit qui ne m'intéresse pas trop parce que les personnages sont. Enfin, j'ai pas senti de véritable investissement scénaristique. C'est juste. Enfin, c'est pratiquement programmatique. On a vraiment l'équipe Dark, Justice League Dark, qui doit affronter une menace, puis qui doit affronter une nouvelle menace. Donc ils affrontent la nécrose, notamment sous la forme d'Anton Arcane, puis l'homme inversé. C'est vraiment juste ça. C'est 2 combats l'un après l'autre. Donc comment ils se préparent, comment ils perdent, comment ils finissent par gagner. Et voilà. Enfin, ça n'essaie pas de raconter grand chose. Ça prétend plus explorer les relations entre les personnages que ça ne le fait vraiment en fait. Parce en somme, on ne sent pas de vraie alchimie dans cette équipe. Probablement parce qu'on estime que les précédents volumes ont déjà assez établi cette alchimie. Mais c'est un peu comme pour Suicide Squad. On se laisse un peu trop porter sur ce qu'on a déjà établi dans les volumes précédents pour ne raconter que de purs combats. Alors que les purs combats, bon, c'est pas franchement ce qui m'intéresse le plus, puisqu'on se doute bien que de toute manière, ils vont arriver à bout de ces super vilains. Et comme en plus on est dans le Justice League Dark, on sait très bien que toutes les péripéties vont venir de oh tiens, je balance tel sort, ah mais en fait je vais puiser dans tel truc ésotérique, ah mais moi je puise dans tel truc kabbalistique. Enfin, c'est une espèce d'accumulation de Deus Ex Machina qui sort de nulle part parce que comme ce sont des personnages qui sont tous sorciers, magiciens, ésotéristes, kabbalistes, etc., on ne sait jamais exactement de quoi ils sont capables et où ils vont puiser leur prochain twist. Donc on se laisse juste porter par des trucs un petit peu vains qui vont leur permettre à terme de vaincre les super vilains. Bon, ça reste. C'est volontairement tiré du chapeau, si je puis me permettre une métaphore qui va bien avec ces personnages-là. Et bon, du coup, ça a beau être volontaire, ça reste scénaristiquement un peu convaincant. Par contre, là où c'est vraiment fort, c'est du point de vue graphique, où que ce soit dessiné par Kyle Hotz, par exemple, ou Amankind à Wellpan, c'est vraiment assez extraordinaire par moment. Et vraiment, ça fait partie des comics les plus beaux que j'ai lus ces derniers temps. Les dessins sont vraiment assez fous, et c'est d'autant plus dommage que des dessins qui parviennent aussi bien à exploiter la matière obscure, la matière occulte de cet univers, soit au service d'un scénario qui se laisse un petit peu porter par une volonté programmatique et qui semble lui-même plus trop savoir quoi raconter. C'est toujours les mêmes histoires de parlement des arbres qui passent par la nécrose. Enfin, on revient vraiment tout le temps vers les mêmes choses et c'est dommage parce que le dessin, lui, est vraiment c'est une merveille. Enfin, c'est vraiment un récit qu'il faut au moins feuilleter en librairie. Je vous invite au moins à ça parce qu'on peut vraiment se laisser porter par Si les vous ne trouvailles l'achetez pas, allez au de ces moins le quelques feuilleter. dessinateurs. Oui, ça peut vous donner envie d'être au moins emporté par cet aspect-là, mais voilà, en sachant que le scénario, lui, est un peu en mode Reste somme toute pilote classique, ouais. automatique. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors, du coup, c'est pas mal parce qu'on conclut quand même sur une note positive. Les dessins sont beaux et on peut feuilleter ça et se faire plaisir au niveau rétinien. Sur ce, voilà la fin de nos reviews de ce podcast et donc comme promis, on avait envie de présenter un petit peu le nouveau projet de l'entre du couple DC Comics. Un projet qui devrait voir le jour d'ici peu, puisque alors on enregistre ce podcast le 8 avril. Pour quand est-ce qu'on peut attendre ce nouveau projet, Quentin, Marjorie? Eh ben écoute, j'espère jeudi prochain maximum. Ça nous ramène à peu près au 15, c'est ça? 15 C'est ça. avril? C'est ça, c'est surtout, voilà, je veux tout fignoler, pour vraiment que ce soit présentable aux yeux des gens, quoi. Mais c'est Ok, quoi? et justement, voilà, trêve de teasing. Qu'est-ce que c'est que ce Bah, projet? en fait, voilà, si pour ceux qui ne le savent pas, avec Marjorie, l'année dernière, pendant, un petit peu avant le covid, on a, créé une association qui s'appelle Nos Petits Super Héros. Et donc à la base, on devait faire des interventions dans les hôpitaux pour les enfants, en difficulté, donc du coup proposer, des animations geeks, mais aussi, des cadeaux en rapport avec les comics, les mangas, et cetera, pour donner un petit peu, de sourire, aux enfants qui en ont bien besoin, dans ces périodes compliquées. Hélas, la Covid, je sais plus trop comment on doit dire, est arrivée et nous a empêchés, d'intervenir dans les hôpitaux, ce qui est normal, hein, vous comprenez bien pourquoi. Et donc on s'est dit: «De toute façon, il y a une autre solution». À l'époque, c'était encore possible, vous saviez qu'il y avait les rassemblements de plus de 5000 personnes qui étaient autorisés, ou plus ou moins 5000 personnes. Donc on s'est dit: écoute, c'est le moment d'essayer de mettre en place, quelque chose, c'est-à-dire une exposition DC Comics». Malheureusement, le temps qu'on mette tout en place, pareil, les restrictions se sont resserrées, à tour de bras, et donc du coup, impossible de faire des expositions, de manière, physique. Et donc voilà, tout ce qu'on a essayé de programmer a été annulé. Et donc on s'est dit: «Bon, on va pas rester comme ça, on va essayer de trouver une solution pour, partager un petit peu les pièces qu'on essaye de trouver aux 4 coins du monde,
et de l'ouvrir aux gens, quoi, un petit peu de manière du coup virtuelle, puisqu'on peut le faire en physique, donc le faire virtuellement. Donc on a essayé de créer une exposition virtuelle de DC Comics, donc avec tous les objets qu'on jugeait intéressants à présenter. Et donc du coup, elle sera accessible en ligne sans rien télécharger gratuitement, et donc tout le monde pourra se connecter pour voir certains objets et voir un petit peu ce qui en découle. Donc voilà, on va essayer de présenter des petites pièces sympas. Et ça nous tenait à cœur, de toute façon on devait le faire en physique, c'est dommage, on ne peut pas le faire. Donc, en attendant, il y a cette solution-là qui s'est ouverte à nous. Et donc on espère que ça plaira aux gens, quoi, surtout. Ok, super. Et on pourra trop retrouver cool. ça où, du coup? Bah, du coup, on va le mettre sur les réseaux sociaux, il y aura un petit lien, rien de besoin de télécharger. Et donc, à partir de ce petit lien, vous pourrez accéder à l'exposition sans souci. Super. C'est cool, ça. Est-ce que, en tant que Batman Legend, on a le droit à ce que tu nous dises une des pièces Batman que tu pourrais présenter dans cette expo? Ah bah, bien sûr. Alors, Batman en particulier, c'est vrai qu'on a Ah oui, beaucoup. oui, bah oui, là, du coup, on veut du Batman particulier. Allez, au moins une pièce. Qu'est-ce qu'on a, Marjorie? Eh bah si, on a le. Ah oui, on a beaucoup d'Adam West, effectivement. Bon, déjà, il y a le storyboard, par exemple, du film de Tim Burton, donc Batman de 1989. On a 6 planches de storyboard originales qui vont être mises en avant donc, lors de cette exposition. On a beaucoup d'Adam West, comme je vous disais, avec un chèque original d'Adam West qui a été non encaissé à l'époque, dans les années 80. On a une programmation d'émissions pour la NBC d'Adam West, encore une fois, qui du coup avait changé de nom. Enfin, il y a toute une histoire autour de cette émission-là. On en parle justement dans l'exposition. Et Attends, je te coupe, du coup, il va tout nous donner, Je te Voilà. coupe, et j'invite, du coup, J'ai une question. j'invite tout le monde à aller voir le lien quand ça sera en ligne, du coup. Ouais. Et j'ai une question, du coup, est-ce que vous allez expliquer comment vous avez dégoté certaines pièces? Parce que du coup, je trouve ça Bien sûr. intéressant, l'histoire que vous avez fait derrière. Ben, alors oui, on va en parler du coup, parce qu'effectivement, le cheminement de base est intéressant, parce qu'on s'est fait des contacts au fur et à mesure du temps aux États-Unis. Alors surtout un qui, pour le coup, a l'habitude de racheter des collections tout entières et de les revendre. Donc nous, déjà, il nous fait des tarifs préférentiels, et surtout, au-delà de ça, bah, il connaît ce qui nous intéresse principalement, donc il sait vers où se situer, etc. Donc le cheminement de base est super intéressant, parce que c'est un collectionneur tout comme nous. Il a aussi une librairie aux États-Unis dans le Maryland, et il est l'euro-possesseur d'ailleurs d'un Détective Comics 27 avec lequel il me nargue de temps à autre. Qui a pu Rien que acquérir- ça, rien que ça. Ah, excuse-moi, on Non, parle. non, mais je veux dire, rien que ça avec un détective comics numéro 27, quoi. C'est pas rien. Ah oui, oui, voilà, rien que non, c'est ça, c'est déjà, enfin, c'est fou de voir ces choses-là. Même des fois, il me montre des comics qu'on voit rarement. Il m'a parlé d'un comic Superman qui est sorti en que quelques exemplaires avant d'être rappelé. Alors, j'ai plus le nom, mais je sais que vos fans et vos lecteurs le retrouveront plus facilement. Mais je sais qu'il y a un comics aux États-Unis qui est sorti de Superman qui a pas duré longtemps. Il y a quelques années de ça, hein, c'est l'ancienne époque, hein. Et pareil, il le possède. Enfin, il a vraiment des pièces extraordinaires, et c'est vrai que du coup, c'est génial de pouvoir avoir ce genre de contact auprès de nous. Et surtout, bah, on sait qu'on a toujours des petites pièces incroyables et qu'on voit rarement en France, parce que ça reste quand même une culture américaine, le comics, et c'est toujours bien de s'en prendre à la source, quoi, de puiser un petit peu dans la source de base, quoi, d'origine. Merci, Marjorie, merci Quentin pour votre présence sur ce podcast ce soir. Merci beaucoup à toi. Et donc merci à Siegfried, merci à Alexandra et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao!